Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un chiffre important qui va bien sûr focaliser l'attention des investisseurs cet après-midi. Le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis pour le mois de septembre avec déjà des signaux qui laissent entendre que le marché du travail reste dans une dynamique solide. On a vu les créations d'emplois dans le secteur privé à plus de 200 000 pour le mois de septembre selon l'enquête ADP. Des indications d'emploi également à travers l'ISM Service qui montrent là aussi une grande résilience, grande résistance, notamment dans la partie service de l'économie américaine. Ce chiffre d'emploi devrait conforter la Réserve fédérale américaine dans sa stratégie avec l'ambition de délivrer encore au moins 2 grosses hausses de taux d'ici la fin de l'année, malgré l'apparition et la montée de tensions dans le système financier qu'on a pu observer de manière spectaculaire, exacerbée même au Royaume-Uni ces derniers jours. Ces craquements dans le système financier vont sans doute se poursuivre, mais ne sont pas de nature à ce stade à dérouter la Fed de sa stratégie. Le message a été clairement répété hier par un certain nombre de banquiers centraux américains. Comment la normalisation monétaire va-t-elle se poursuivre au fur et à mesure que ces risques sur la stabilité financière augmente? Question qu'on posera à Gilles Mouek dans quelques instants, chef économiste du groupe AXA. Et puis, comme chaque vendredi, nous nous intéresserons aux questions patrimoniales et nous reviendrons sur les derniers développements autour du pacte du Trey avec Sandrine Kilissi, directeur de l'ingénierie patrimoniale à la banque Pictet. On reviendra sur les étapes précédentes, mais ayez en tête qu'au début de l'été, la Cour de cassation a rendu un arrêt qui exploitait avantageusement, on va le dire comme ça, un vide juridique dans le cadre du dispositif du Trey. Depuis, le législateur français a repris la main en contrant cette décision de la Cour de cassation dans la loi de finances rectificative et sans doute que le débat pourrait se prolonger à l'occasion de la discussion de la loi de finances pour 2023. Mais d'abord, évoquons les questions macroéconomiques et les questions de banque centrale avec Gilles Mouek, avec nous le vendredi, chef économiste du groupe AXA. Bonjour et bienvenue Gilles. C'est la conversation qui monte depuis quelques jours, quelques semaines maintenant. Le durcissement monétaire généralisé commence à générer des effets de bord et une augmentation des risques pour la stabilité financière. Évidemment, l'exemple britannique est l'exemple le plus spectaculaire en la matière. Et cette situation suggère chez certains participants de marché que les banques centrales seront à un moment obligées de dévier de leur objectif de ramener l'inflation à 2%. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce raisonnement à ce stade, Gilles ? Que je n'y crois pas beaucoup, pour plusieurs raisons. La première, c'est que la forme de l'intervention de la Banque d'Angleterre a laissé penser qu'effectivement les banques centrales pouvaient revenir sur leur décision d'arrêter le QE et de le remettre en fonctionnement pour gérer en fait des soucis de stabilité financière. Mais moi je crois que ce qu'a fait la Banque d'Angleterre est un exemple assez unique et que les autres banques centrales essaieront de faire autre chose si une situation similaire se produit. Parce que, moi je suis très critique sur ce qu'a fait la Banque d'Angleterre. Pourquoi ? Parce qu'elle intervient sur le marché obligataire pour faire baisser les taux d'intérêt de long terme, pour gérer une situation qui est quand même très spécifique au secteur des fonds de pension et qui est en fait un problème de liquidité, qui est une incapacité des fonds de pension à répondre à leurs appels de marge sans liquider massivement les actifs qu'ils détiennent et donc sans ajouter à l'augmentation des taux longs. Mais il y avait une autre solution. La solution la plus évidente, ça aurait été d'organiser une ligne de liquidité directe entre la Banque centrale et les fonds de pension. Alors on me dira, oui, mais il n'y a pas normalement accès des fonds de pension au refinancement des banques centrales. Mais ça se crée. En mars 2020, lorsqu'on a eu la crise temporaire autour de la pandémie, on est allé intervenir auprès d'acteurs qui normalement n'ont pas accès au refinancement de banque centrale. Par exemple, les fonds monétaires, c'est ce qu'a fait la Fed, c'est ce qu'a fait la BCE. On peut trouver des moyens techniques de gérer une situation de liquidité. Donc en fait, la Banque d'Angleterre a pris un marteau-pilon pour gérer ce qui était un problème de liquidité spécifique. Moi, je pense que c'est exactement ce que ne feront pas les autres banques centrales. Si on a un souci du même type, on trouvera une solution du côté de la liquidité, mais je ne pense pas que ça soit géré
par la remise en place d'un QE qui est essentiellement une décision de politique monétaire. Alors il se peut que le ralentissement du durcissement des politiques monétaires soit concomitant de l'apparition de problèmes de stabilité financière. Je pense que la Fed va probablement réduire, pas la vitesse, mais le quantum de ces augmentations de taux. On a peut-être vu la dernière augmentation de 75 BP. Je pense qu'on va revenir vers des choses un peu plus raisonnables, autour de 50 BP, mais parce que la Fed est déjà un territoire restrictif, donc elle peut se permettre de ralentir. Mais ralentir parce qu'il y a un problème potentiel de stabilité financière, c'est confondre les objectifs, c'est confondre les instruments. Sur la Banque d'Angleterre spécifiquement parlant, Gilles, il y a un risque qu'elle ait du mal à débrancher son programme d'urgence le 14 octobre prochain ? Oui, parce que là aussi, c'est un élément que je trouve assez ahurissant dans la manière dont c'est mis en place. Le gouvernement britannique dit nous produirons une nouvelle version de notre programme de finances publiques, basée cette fois-ci sur une expertise macroéconomique indépendante, au mois de novembre. Or, la protection de la Banque d'Angleterre s'interrompt au 14 octobre. Que se passe-t-il le 14 octobre si le gouvernement britannique n'a toujours pas réussi à convaincre le marché qu'il y a modification profonde de l'orientation budgétaire? Donc soit la Banque d'Angleterre décide de maintenir son intervention sur le marché obligataire, et là on sera vraiment sur une pente très très glissante. Parce que là, on ne pourra pas dire que c'est temporaire, que c'est pour quelques jours. On sera dans une réaugmentation, cette fois-ci assez visible, de la taille des bilans de la Banque d'Angleterre. Ou alors, la Banque d'Angleterre dit, écoutez, non, je vous avais donné jusqu'à 14 octobre pour changer le fusil d'épaule, vous ne l'avez pas fait, vous êtes tout seul. Soyons clairs, la tradition d'indépendance de la Banque centrale britannique n'est, pas aussi établie que la tradition d'indépendance, disons, de la Bundesbank. Je pense que si on se retrouvait dans des situations de tumulte supplémentaire sur le marché obligataire, la Banque d'Angleterre maintiendrait en fait son instrument de soutien. Et ce que je ne comprends toujours pas, mais vraiment c'est pas rhétorique de ma part, c'est une vraie incompréhension, c'est pourquoi la Banque d'Angleterre, après être intervenue de manière urgente sur le marché obligataire, n'a pas dit, écoutez, à partir du 14 octobre, si on s'apercevait qu'il y a toujours tension et que le secteur des fonds de retraite est à risque, à ce moment-là, nous interviendrions différemment via une ligne de liquidité. Ils ne l'ont toujours pas dit. Donc c'est toujours l'instrument qu'ils souhaitent visiblement utiliser s'il y a un problème. Et voilà, nous attendons chaque jour une vraie nouvelle annonce du gouvernement britannique qui permettrait d'avoir une vraie opinion sur leur programmation de finances publiques. Ils ont laissé tomber la baisse du taux maximal d'imposition sur le revenu, mais c'est une goutte d'eau, c'est 2 milliards de livres sur un paquet budgétaire total de 150 milliards. Donc voilà, on veut avoir de la lumière sur les 148 qui restent, et tant qu'on n'a pas de lumière sur les 148 qui restent, oui, la Banque d'Angleterre peut être forcée de maintenir son intervention. Gilles, je ne veux pas vous amener trop loin sur le terrain politique, mais tout devient très politique et c'est une fonction de réaction qui est difficile à anticiper, j'imagine bien. Mais il y a quand même un niveau d'alerte très important entre les agences de notation qui se réveillent sur le Royaume-Uni, la lettre du FMI qui est envoyée 3 jours après la présentation du mini-budget du chancelier de l'Échiquier, sans compter la réaction des marchés. C'est-à-dire, on a ressorti le terme des bond vigilance qui sont revenus, voilà, réveillés depuis les années 80. Il y a un risque d'une forme de jusqu'au-boutisme politique qui ferait que le budget général, le cadrage du budget général ne serait pas encore suffisamment sérieux pour ramener un peu de calme sur la Grande-Bretagne ? La surprise, c'est que ça prend du temps. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, lorsqu'on accumule la lettre du FMI, la modification potentielle du rating par les agences de notation et la réaction de l'opinion publique britannique, aussi, qui vend debout les annonces, moi je m'attendais à ce qu'il y ait un revirement extrêmement rapide. Il est intervenu sur les points les plus politiques vis-à-vis de l'opinion publique, cette fameuse question du taux marginal d'imposition, mais sur le cadrage, pour l'instant, on n'entend pas grand-chose. Je pense qu'il y a 2 éléments là. Un premier, c'est que la partie du Parti conservateur qui est aujourd'hui aux commandes est fondamentalement persuadée
que c'est la bonne solution, que c'est la bonne stratégie. Ils ont écrit là-dessus, ils le pensent depuis extrêmement longtemps, c'est pas un revirement d'il y a quelques jours, ils sont vraiment convaincus. Donc il va falloir peser ça contre le fonctionnement interne du Parti conservateur. Et là, on voit que même maintenant, des membres assez seniors du gouvernement prennent la mesure de ce qui se passe et sont en train d'essayer de faire pression sur Liz Truss et sur son chancelier. Mais je pense que on ne peut pas parler encore d'obstination parce que je pense qu'ils vont craquer d'ici quelques semaines, mais cette difficulté à obtenir une modification plus rapide, elle tient au fait que pour l'équipe aujourd'hui au pouvoir au 10 Downing Street, c'est un peu existentiel. C'est-à-dire que si vous leur enlevez leur programme de dérégulation, de baisse d'impôts, c'est la totalité de leur message politique qui disparaît. C'est vraiment central. Et c'est ça, à mon avis, qui explique la difficulté à les faire bouger. Bon, une crise qui va prendre sans doute encore quelques semaines à se résoudre, si elle doit se résoudre au Royaume-Uni. Si je reviens à la Réserve fédérale américaine, Gilles, j'ai cru entendre que vous imaginiez que la dernière hausse délivrée de 75 points de base soit derrière nous, désormais ? Oui, parce que d'abord, il faut garder en tête le fait que nos références ont l'air de bouger très, très vite. C'est-à-dire que le 75, c'est quand même beaucoup. Et 50, déjà en temps normal, c'est beaucoup. Et maintenant, nous sommes en territoire restrictif. La Fed est sortie du territoire neutre. Et normalement, lorsque vous êtes en territoire restrictif, ça doit vous rendre un tout petit peu moins inquiet d'une possibilité d'être toujours behind the curve, d'être toujours en train de courir après l'inflation. Vous avez déjà commencé à durcir fondamentalement les conditions financières. On verra, c'est très très dépendant de ce qu'on verra cet après-midi sur le marché du travail. S'il y a encore des signes d'exubérance manifeste du marché du travail, il faudra probablement rester sur 75. Mais je pense que oui, effectivement, on peut commencer à ralentir un tout petit peu les quantums de hausse. Mais le message pour ceux qui s'attendent à ce qu'on appelle le pivot dovish, c'est pas un pivot dovish, c'est simplement le fait qu'on augmentait énormément et là, on va augmenter beaucoup. Mais c'est quand même pas du tout une politique monétaire qui change d'orientation. Mais simplement, une fois qu'on est en territoire restrictif, normalement, on peut prendre le risque d'y aller un tout petit peu moins fort. Si on dit un mot de l'Europe, Gilles, avec peut-être la référence britannique qu'il faut avoir en tête, quand bien même elle est exacerbée, c'est un laboratoire effectivement exacerbé de ce qu'on peut peut-être retrouver en Europe. Vous l'aviez déjà signalé il y a plusieurs mois, le risque est de voir une relation de plus en plus conflictuelle entre la politique budgétaire, les États, les gouvernements et la politique monétaire. Est-ce que il y a des éléments dans la crise britannique qu'on peut retrouver aujourd'hui ou peut-être demain en Europe et en zone euro, Gilles ? Je pense qu'il y a quand même deux différences fondamentales entre ce que les Britanniques tentent ou ont tenté de faire et ce qu'on entend pour l'instant des États continentaux. Ces deux différences, c'est que, il n'y a pas eu de partage du fardeau, entre guillemets, entre les producteurs d'énergie et les finances publiques, s'agissant du bouclier de court terme. Et ça aussi, c'était la manifestation idéologique du gouvernement britannique. Il ne voulait pas entendre parler de ces taxes exceptionnelles ou d'une limitation des prix pour les inframarginaux, alors que c'est quand même l'approche maintenant presque généralisée sur le continent. Donc le coût immédiat, en tout cas pour les finances publiques, est plus faible côté continental. Ça, c'est pour le court terme. Et sur le moyen terme, ce qui a vraiment, à mon avis, provoqué ce stress maximum du marché, ce sont ces baisses d'impôts permanentes qui n'étaient pas gagées par des baisses de dépenses publiques. Pour l'instant, sur le continent, personne ne parle de baisse permanente de fiscalité. Et je crois que pour l'instant, le marché est prêt à être relativement bienveillant sur une action ponctuelle forte cet hiver pour réussir à passer une situation quand même très, très compliquée, tant que les gouvernements ne s'engagent pas sur un terrain glissant, sur la trajectoire de moyen long terme. Alors c'est une ligne un peu fragile, c'est une ligne de crête, mais pour l'instant, j'ai l'impression que le gouvernement européen la tient. Un souci quand même, c'est une différence d'appréciation
de ce qui se passe par certains membres, disons les plus faucons, du Conseil des gouverneurs de la BCE. C'est-à-dire que moi, mon sentiment, c'est que plus on amortit le choc énergétique via des mesures budgétaires, le moins on a de risque en fait de spirale prix-salaire. Parce que si vous n'êtes pas protégé, entre guillemets, par une action gouvernementale, vous allez vous retourner vers votre employeur pour demander cette protection. Donc moi je pense qu'en fait là, en l'occurrence, il y a plutôt une convergence d'intérêts entre la Banque centrale et les gouvernements. Mais vous avez certains faucons, par exemple Isabelle Schnabel, qui considèrent que les gouvernements, en intervenant trop, en fait, vont créer un climat plus propice à une inflation généralisée. Donc c'est cette différence d'appréciation-là qui est un peu problématique et qu'il faut peut-être un peu surveiller. Merci beaucoup Gilles. Merci pour votre éclairage macro hebdomadaire dans Smart Bourse. Gilles Mouek avec nous le vendredi, chef économiste du groupe AXA. Venons-en aux enjeux patrimoniaux. Le vendredi, il y a un quart d'heure dédié à vos finances personnelles et aux questions patrimoniales. Sandrine Quilissier est à mes côtés en plateau, directeur de l'ingénierie patrimoniale à la Banque Pictet. Bonjour et bienvenue Sandrine. Bonjour. Ravi de vous retrouver et ravi de reprendre avec vous l'histoire du pacte du trail. Là, on l'avait laissé au début de l'été. Sandrine, il faut juste revenir quelques instants en arrière. Donc, pacte du trail, dispositif clé de la transmission d'entreprise en France, avec une décision de la Cour de cassation au début de l'été, que vous étiez venu commenter sur ce plateau, qui entachait un peu l'esprit même du pacte du trail en exploitant un vide juridique et en rendant un arrêt qui avait été jugé très avantageux à l'époque pour la personne en question devant la Cour de cassation. Il faut rappeler peut-être l'enjeu de cet arrêt et puis comment le législateur a tout de suite repris la main. Et c'était d'ailleurs la piste que vous souleviez à l'époque, à l'occasion de la loi de finances rectificative. Exactement. Alors oui, pourquoi on en est arrivé là? Parce que effectivement, cette décision de la Cour de cassation qui avait fait grand bruit à l'époque, en fait, avait créé des effets d'aubaine par rapport au régime Dutreil. En fait, vous savez, dans le cadre du régime Dutreil, donc le bénéfice de cette fameuse exonération partielle qui est énorme, qui est de 75% sur la valeur de l'entreprise, nécessite qu'un certain nombre de conditions soient remplies. Et il y en a deux principalement, qui sont celles qui sont au cœur du sujet là. Évidemment, ce que je transmets, c'est une entreprise, d'accord ? Et comme ce régime avait été pensé pour maintenir une certaine stabilité de l'actionnariat familial, c'était vraiment ça l'idée, maintenir la pérennité des entreprises sur le sol français. La contrepartie de cette exonération partielle, c'est un engagement de conserver les titres pendant une durée minimale. Or, le principe, c'est que quand on est sur cette intention du législateur, pérennisation de l'entreprise, c'est bien d'une entreprise dont s'agit. La contrepartie, donc, c'est ces engagements de conservation des titres. Pour l'administration fiscale, il était clair que ma société devait avoir une activité opérationnelle jusqu'à la fin de l'ensemble des engagements de conservation. Et là, coup de tonnerre, début de l'été, la Cour de cassation nous dit non, il suffit juste que la société ait une activité opérationnelle au jour de la transmission, peu importe ce qui se passe après. Ah oui. Là, évidemment, il y avait un champ des possibles énorme. L'esprit du pacte explose, d'une certaine manière. Littéralement, parce qu'en fait, ça revenait tout simplement à se dire, c'est très bien, on prend un engagement de conservation des titres, on transmet, c'est bien une entreprise. 2 mois, 3 mois après, je ne caricature pas parce que c'était les faits qui présentent à la Cour de cassation. Imaginons que ma société en question, c'était une holding animatrice qui bénéficie de l'exonération partielle. Elle cède ses filiales dans la foulée. Elle réinvestit dans des actifs patrimoniaux. Ça marche. Ce n'était pas possible. Donc c'est pour ça que quand on avait échangé, on s'était dit que le législateur allait nécessairement intervenir. Évidemment, ça n'a pas loupé. À l'occasion de la loi de finances rectificative, donc pour 2022, qui est intervenue, en fait, le vote le 16 août dernier, le législateur, évidemment, a mis un terme à ça en disant non, mais en fait, donc a modifié la loi, le texte de loi, et a prévu que
l'activité de la société en tant qu'entreprise, cette activité Opérationnelle, devait être maintenue jusqu'au terme des engagements. Voilà. C'est quoi, c'est 5 ans l'engagement? Non. Alors en fait, on a 2 types d'engagement. Quand on est sur un du trail classique, j'ai 2 ans d'engagement collectif et ensuite 4 ans d'engagement individuel. Donc en fait, à maxima, je dois détenir mes titres pendant 6 ans et ma société doit avoir son activité du début de la signature de l'engagement jusqu'au terme des engagements. Donc ça, c'était pas vraiment une surprise, on l'attendait. Non, bien sûr. La surprise, par contre, elle est venue des dates d'entrée en vigueur. Voilà. Là, par contre, c'est un peu secoué. Pourquoi ? Parce que la loi prévoit que cette condition d'activité s'applique pour toutes les transmissions qui sont intervenues depuis le 18 juillet 2022. C'est la date de la présentation de l'amendement, d'accord ? Bon, ça, pourquoi pas, même s'il y a une rétroactivité, mais c'est comme ça, pourquoi pas ? Par contre, là où ça va un peu plus loin, mais on voit bien que l'idée du législateur, c'est d'avoir voulu casser justement tous les effets d'aubaine le plus largement possible. De réparer ce vide juridique et de ne pas en laisser d'autres à côté. Exactement. Bien sûr. Exactement, de dire si la moindre faille, tout le monde va s'engouffrer dedans. Donc en fait, on nous dit, mais attention, ça s'applique également pour ceux qui auraient déjà initié leur transmission, donc avant le 18 juillet, voilà, alors que des engagements sont toujours en cours, bien évidemment, et que la société n'a pas changé d'activité, que la société a toujours une activité opérationnelle. Donc là, terminé. Enfin, je veux dire, le message est très clair. Donc ça, c'est ce qui s'est passé dans le cadre de la loi de finances rectificative. Et ça laisse entendre que le débat n'est pas totalement clos, sachant que c'est un dispositif alors qui revient régulièrement dans l'actualité. Il y a ceux qui sont pour, même très pour, qui voudraient peut-être même le rendre encore plus avantageux. Exactement. À l'inverse, il y a toujours ceux qui débattent de la légitimité d'un tel dispositif aujourd'hui. Alors exactement. Alors inutile de vous dire que dans le cadre déjà du vote de la loi de finances rectificative, il y a eu pas mal de débats. Et à ce moment-là, en fait, pour que ça n'aille pas trop loin, il avait été précisé en réalité que tout ce qui avait attrait aux successions, donc aux transmissions à titre gratuit, parce que ça englobe tout, y compris les donations, en fait, tout ça serait vu dans le cadre du vote de la loi de finances pour 2023. Donc là, on est dedans. Voilà. Donc, on s'attendait peut-être dans le projet de loi de finances pour 2023 de voir quelque chose. Et puis, il n'y avait rien. Enfin, dans le projet, il n'y a rien. Voilà. Inutile de vous dire que, bien évidemment, eux, les parlementaires n'ont pas oublié ce qui avait été dit et donc sont revenus à l'assaut avec des amendements. Donc, des amendements du trail, il y en a eu un paquet. Et comme vous le dites très justement, ça part dans tous les sens. Oui. Voilà, donc on va des groupes parlementaires qui veulent la suppression carrément du régime, ceux qui veulent limiter le montant de l'exonération, ceux qui veulent que cette exonération, en fait, ne puisse être demandée que par des micro-entreprises ou des PME, voilà. Et puis, à l'inverse, vous avez ceux qui demandent à ce que le montant de l'exonération soit porté de 75 à 90%, bon, moyennant quand même un allongement de la durée de détention. Oui, j'entends bien. Toujours avec cette idée de pérenniser le tissu industriel français sur le sol français. Alors, tous ces amendements ont été rejetés. Et puis, les attentes d'une réforme des droits de succession dans le cadre de ce projet de loi de finances ont été douchées, puisque le gouvernement a clairement dit que ça n'était pas la priorité du moment, mais qu'ils y reviendraient d'ici 2027. Donc ça, c'est un peu l'idée. Maintenant, est-ce que le gouvernement, à travers l'administration fiscale, ne pourrait pas venir dans le cadre d'un amendement spécifique au régime du trail, dans le cadre... bien sûr. Oui, tout est possible, effectivement. Qu'est-ce que ça implique aujourd'hui pour vous et pour le travail de l'ingénieur patrimonial ça gèle tous les dossiers du trail aujourd'hui, ou est-ce que non? On a quand même l'idée que c'est un dispositif qui va être peut-être verrouillé, mais pour être pérennisé. Bien sûr. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de sens, malgré tous les détracteurs. Y avoir. C'est pas nouveau, non, qu'il y ait des détracteurs contre le trail. En plus, dont on avait déjà parlé, qui remettent ça à chaque fois sur le tapis, mais on sait que c'est une mesure qui
permet vraiment de maintenir le patrimoine entrepreneurial en France. Je veux dire, transmettre une entreprise, si on n'a pas ce régime-là... Il y a une efficacité démontrée de ce dispositif. Extrêmement cher, et comme on l'avait vu, ça peut obliger les bénéficiaires de la transmission à prendre des mesures qui peuvent être vraiment dommageables pour l'entreprise. Donc, je ne pense pas qu'on revienne à remettre en cause le régime lui-même. Par contre, qu'il soit réécrit, c'est fort probable. Alors tout de suite, peut-être pas, mais avec tout ce qui se passe, on voit bien qu'il va peut-être falloir recadrer un petit peu peut-être le champ d'application même de ce régime qui, soyons honnêtes, avec toutes les modifications qu'il a subies depuis le départ, depuis 2000 quand même, hein, je veux dire, aujourd'hui, il est quand même très difficile à être appliqué et c'est quand même une source d'insécurité juridique très très forte pour les entrepreneurs. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, cette décision de la Cour de cassation, elle a soulevé un vrai problème pratique. C'est-à-dire que si on sort du cas des faits de l'espèce, qui étaient vraiment caricaturaux, voilà, mais il y a des situations qui ne le sont pas. Je prends l'exemple. Voilà, non mais là, c'est une personne qui, au bout de 2 mois, effectivement, avait vendu une de ses filiales, etc. Carrément tout vendu. Tout vendu, voilà, d'accord, donc, très bien. Voilà, donc, bon, oui, là, effectivement, quand même totalement en dehors de l'esprit du voilà, pacte. Exactement. Mais il y a des situations, on n'est pas dans ce cadre-là. Si je vous prends l'exemple, toujours pareil, de ma holding animatrice avec ses filiales. Imaginons, donc elle a plusieurs filiales opérationnelles et qu'elle a un acquéreur qui se présente pour une de ses filiales, voire 2 de ses filiales. Oui. Attendez, ça peut être une opportunité extraordinaire et sûr. une opportunité qui ne se représentera pas. Ouais. Et en fait, en gros, on va se retrouver face à un entrepreneur qui devrait faire un choix crucial, qui est de se dire, en fait, je ne veux pas perdre l'avantage fiscal dont on a bénéficié dans le cadre de la transmission d'entreprise. En revanche, je vais peut-être perdre l'opportunité de céder une part de mon activité dans des conditions qui ne se reproduiront pas plus tard. Ah ouais. Ça, c'est anti-économique au possible. Et l'idée, c'est de se dire, très bien, est-ce qu'on ne pourrait pas aménager la règle pour prendre en compte ce type de situation et laisser le temps à l'entrepreneur, ou dans mon exemple, ma holding animatrice, de retrouver des projets, c'est-à-dire de pouvoir vendre ses activités, voilà, parce qu'elle a une opportunité, et avec le prix de cession, en fait, d'avoir un minimum de temps pour les réinvestir sans qu'on la déqualifie et qu'on remette en cause le bénéfice de l'exonération partielle. Si le produit de la cession est utilisé pour être réinvesti dans l'économie réelle, pour dire les choses, on peut donner un peu de temps pour effectivement, sans casser l'avantage et le dispositif du trade. Ça, honnêtement, d'un point de vue économique, c'est quelque chose qui peut tout à fait s'entendre. Voilà. Bon, on suivra ça. L'histoire n'est sans doute pas terminée. Sandrine, on aura peut-être l'occasion d'en reparler avec vous. Mais voilà, il y a quelque chose qui a été, une rustine déjà importante qui a été apportée autour du vide juridique du pacte du trade qui avait été soulevé par cette décision de la Cour de cassation qui date du mois de juin. Merci beaucoup, Sandrine, d'être venue nous éclairer sur ces derniers développements en la matière avec des discussions peut-être à venir à l'occasion de la loi de finances pour 2023. Sandrine Kilissi, directeur de l'ingénierie patrimoniale à la Banque Pictet, qui était l'invitée de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart.